Nature égale futur. Météo sensible comme la pomme de pin. Nous avons tous fait l'expérience de ramasser une pomme de pin en forêt ou dans un jardin et constater qu'elle s'ouvrait dans un environnement sec et chaud, puis qu'elle se refermait quand le temps était plus humide. Quel phénomène physique ou chimique se cache derrière ce mouvement naturel et pour quelles raisons des scientifiques cherchent à s'en inspirer? Le mécanisme d'ouverture de la pomme de pin a pour objectif simplement de disséminer les graines. On va avoir une ouverture dans les conditions sèches, une fermeture dans les conditions humides pour protéger les graines. Au moment opportun, la pomme de pin s'ouvre et libère les graines. Dans la démarche de biomimétisme, premier point à mettre en place, on observe. Observe pour comprendre. Ensuite, on regarde, on analyse, on détruit. on regarde comment c'est fichu et on utilise les outils les plus performants qu'on puisse avoir à l'heure actuelle pour observer à différentes échelles comment organiser l'intérieur de la pomme de pin. Dans une écaille de pomme de pin, on a une zone charnière qui est accrochée au rachis, donc au tronc. Quand on va avoir des variations d'humidité et de température, on va avoir les écailles qui vont se courber. Et on voit par exemple sur une écaille de pomme de pin, on a deux types de tissus. On a des fibres sclérenchymes et on a des sclérides. Si on fait l'analogie par exemple avec une main, les fibres sclérenchymes, ce seraient les os qui sont très rigides. Et on va avoir les sclérides qui seraient, on va dire, le tissu, la peau, quoi, qui, elle, est beaucoup plus souple et qui a une hygroexpansion, c'est-à-dire une expansion liée à l'humidité qui est beaucoup plus importante. Sur la notion de composition chimique ou biochimique d'une écaille de pomme de pin, on va avoir différentes familles de polysaccharides, des celluloses, des hémicelluloses, des pectines et des lignines. Ça fait 4 briques. Donc on va avoir notamment beaucoup plus de pectines et d'hémicellulose, celles qui sont sensibles à l'humidité, dans la partie charnière. Et plus on va vers le bout de l'écaille, plus on va aller vers des composés qui sont peu sensibles à l'humidité. Quand j'évoquais le fait qu'il y a deux types de tissus, d'accord, les fibres sclérenchymes et les sclérides, chacune de ces fibres-là est constituée de parois. Donc, chacune de ces parois-là renferme les briques dont j'ai parlé juste avant. Quand on regarde au microscope, pourquoi ça réagit, c'est deux types de tissus qui n'ont pas les mêmes propriétés hygroscopiques, qui gonflent différemment. Étant donné qu'elles sont bien collées, on va en avoir une qui gonfle beaucoup et l'autre qui gonfle nettement moins. Vu qu'elles sont bien collées, lorsqu'on va avoir une variation d'humidité, la réponse, ce sera une courbure. Une écaille de pomme de pin se courbe grâce à son architecture structurée de façon hétérogène à l'échelle du nanomètre. La connaissance de cette architecture permet de créer de nouveaux matériaux biocomposites qui reproduisent ce mécanisme. Pour quelles applications pourrait-on utiliser de tels matériaux météosensibles? Les biocomposites que l'on développe, on les appelle des biocomposites hygromorphes. Hygro, humidité, morphe, morphing, changement de forme. Ça veut dire qu'on a des matériaux avec des fibres végétales qui sont capables de changement de forme sous variation d'humidité. Aujourd'hui, ces matériaux sont développés à partir de fibres végétales, donc les fibres de lin. Différentes façons de procéder pour pouvoir faire ces matériaux. La première, c'est la thermocompression. Donc on vient prendre des feuilles de lin, d'accord, des feuilles de polymère, on vient faire un sandwich et puis on vient thermocomprimer l'ensemble. C'est une technologie qui permet d'envisager que les matériaux que l'on développe soient potentiellement applicables directement par les industriels. Le domaine qui est en train de grossir à l'heure actuelle, c'est sur la fabrication additive, notamment l'impression 3D et l'impression 4D. Cette fabrication additive, elle nous permet de manière beaucoup plus simple d'architecturer notre matériau. Il faut noter que le bâtiment zéro énergie, le bâtiment de demain, est vraiment intéressé. Parce qu'aujourd'hui, on dépense une énergie phénoménale pour refroidir, pour gérer la qualité de l'air à l'intérieur du bâtiment. Avec des matériaux qui potentiellement peuvent se déployer de manière autonome, on pourrait réguler ça sans énergie. Première illustration d'application de ce genre de matériaux hygromorphes, c'est les travaux d'Arim Menges qui illustrent ça. La structure, elle fonctionne de la même manière qu'une pomme de pin. Le diaphragme va s'ouvrir et se fermer en fonction de l'humidité de manière autonome. Dans d'autres applications, le fait que ce soit autonome, ça peut poser problème. Si on souhaite contrôler le morphing d'une structure, c'est difficile de contrôler la météo. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié nos matériaux en rajoutant des particules conductrices. En injectant un courant, je vais chauffer. Je réduis la teneur en humidité. Si je réduis la teneur en humidité, je vais pouvoir finalement
contrôler le morphing de mon matériau. Donc ça ouvre la voie à d'autres applications à plus haute valeur ajoutée, notamment dans le domaine de l'aéronautique, avec, pourquoi pas, des éléments d'avion qui peuvent bouger par rapport à un stimulus que nous, on contrôlerait. Ces matériaux innovants à base de lin sont de plus réalisés dans une démarche d'éco-conception. Associés à des polymères biosourcés, ils peuvent être parfaitement compostables et biodégradables en fin de vie, comme tous les matériaux conçus par le vivant.